Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. Merci de nous écouter, que ce soit en direct ou en podcast. Vous êtes fidèles à l'émission malgré les trop fréquentes désillusions et pour ça, merci. En guise d'introduction, ce soir, je vais juste, de manière très égoïste, vous raconter comment j'ai vu le match. J'étais chez moi, sur mon canapé, je venais de terminer un petit stream tranquille sur ma chaîne perso. J'ouvre Twitter, je vois que les supporters ont voté le retour au stade. Va y avoir une belle ambiance. Et avec la saveur des 2 dernières victoires, figurez-vous que j'étais enthousiaste. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais même habité par une forme d'espoir. Et puis patatras, comme d'hab, la douche froide. La douche froide d'un club qui a du mal à payer la facture d'eau chaude. L'Arseneur, que je voyais pourtant comme un serveur sympa, encaisse une première note avant même que j'ai commencé ma boisson. Bref, morale dans les chaussettes, mais bon, on commence à être malheureusement habitué. Les faits de jeu qui ont suivi, je pense aux 2 pénaltys oubliés notamment, je me dis que c'est l'ordre des choses, la résignation me gagne, et puis ces petits filous nous donnent de l'espoir. On revient au score, on prend même les devants. Je me redresse sur mon canapé, le cœur qui bat à 200 à l'heure, la personne à côté de moi commence déjà à me dire que c'est bon, ça va mieux, que la dynamique est lancée. Mais quand on vit au chevet de ce club depuis des années, on sait que le pronostic vital est toujours engagé. Et là, c'est le drame. 2e douche froide, puis 3e douche froide. Décidément, on est bien propre, mais par contre, on est frigorifié. Heureusement, le prochain match arrive vite et nous empêchera de trop cogiter sur cet énième coup de massue. Alors pour mieux comprendre et ne pas se laisser bouffer par cette résignation, on se réunit pour parler de ce match, parler des prochains matchs de cette semaine contre Bastia et Annecy, et puis faire un point mercato à un jour de la fin du marché des transferts. Pour cela, j'accueille tout d'abord Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir Keun, bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu Hervé ? Écoute, ça va, moi aussi, j'ai eu mon petit lot de douches froides dans le week-end et trop de douches froides, petit kiki quoi. Donc, ouais. Et le nez qui coule. Ouais. Et le nez qui coule, voilà. Et le joufflu un peu aussi, ça pique. Et puis j'accueille également Pierrot. Salut Pierre, comment ça va ? Salut Keun, ça va pas mal, hein, hormis ce match, le match de ce week-end. Et je tenais à te féliciter pour l'introduction qui, je pense, il y a pas mal de gens qui se seront reconnus dans l'introduction que tu as faite. Ouais, je me suis permis de raconter ma life parce que je pense qu'on a tous vécu un peu la même chose, qu'on soit au stade ou chez nous. Je pense. Et puis également, j'accueille celui qui sera votre relais dans le chat, l'immense Carlusso. Bonsoir Carl. Bonsoir Keun, bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Je suis dépité et j'étais pas au stade, donc je veux plus du tout jamais avoir de vanne de ta part ou de Kevin, mais je suis bien dépité, mais on espère se relancer dès demain soir. De vanne sur le côté chat noir ? Côté chat noir, surtout, en fait, plus de vanne du tout, c'est bien. Ouais. On se dit qu'à partir de maintenant, on se respecte vu qu'on se fait plus respecter par notre club. Voilà. Allez, faisons ça. On peut parler de ta coiffure encore, Carl, ou pas ? Non, mais quand je dis plus de vanne, c'est plus de vanne du tout, s'il vous plaît, merci. D'accord. Merci. En tout cas, les vannes sont bien ouvertes en ce qui concerne les buts encaissés. Et puis Clément nous rejoindra également en fin d'émission pour parler du mercato. Restez bien avec nous puisque on fera un point global parce qu'il reste 1 jour et 2 heures pour clôturer les dernières arrivées. On rappelle que le mercato ferme demain à 23h01 précisément. Allez, c'est parti, on commence avec le débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors évidemment, je vous salue, vous qui êtes là dans le chat. Bonjour à tout le monde. Je vois que Keke est là, que Joss Randall est là. Je vois plein de pseudos que j'ai l'habitude de voir dans le chat. Donc bonjour, n'hésitez pas à donner vos avis sur nos différents débats. Et puis avant de commencer également, je précise qu'il n'y a pas de photo du match. Et c'est parce que le club n'en a pas publié comme ils ont pris l'habitude de le faire ces dernières semaines après une défaite. Messieurs, je vous ai demandé comment vous allez, mais je vais vous demander surtout quel est votre état d'esprit ce soir, le sentiment qui prédomine. Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est du dépit ? Est-ce que c'est de la résignation ? Est-ce que c'est malgré tout une forme d'espoir ? J'ai écouté la chronique de Joss où il dit que malgré tout, il nous voit nous maintenir. Quel est le sentiment qui prédomine ? Allez Pierre, on commence avec toi. Alors moi, c'est un sentiment de
colère, de dépit, de frustration, voilà, tous les objectifs qu'on trouvera. Alors je m'explique. Je me demande encore comment on peut arriver à perdre un match alors qu'on mène au score à la 88e minute. C'est vraiment tout simplement incompréhensible, d'autant plus qu'on joue à la maison devant un public voilà, qui est acquis à notre cause. Euh, la frustration, c'est aussi un sentiment qui me gagne, parce que si on avait conservé ce score, aujourd'hui, on serait plus relégable. On serait Ouais. sorti de la zone de relégation. Et en plus de ça, j'ai pas l'impression de perdre seulement 3 points, mais on casse une dynamique, parce qu'on restait sur 7 points en 3 matchs joués. Et ce qui m'a également beaucoup peiné, c'est la blessure de notre capitaine Ouais. et meilleur défenseur Briançon, Oui, qui qui revenait en forme, hein. voilà, il revient en forme et on sait tous qu'on a une défense catastrophique. Donc avec son absence, ça va être compliqué. Et on perd également Bamba, qui était notre dynamiteur devant. Donc mon sentiment après le match, c'était vraiment du dégoût. C'est vrai qu'on s'est habitué à perdre, donc il y a certaines défaites qui personnellement ne me touchaient plus. Mais là, cette défaite, moi, samedi soir, j'étais abasourdi. Tu parlais de Briançon et de Kader Bamba qui se sont blessés. Je précise, pour Briançon, c'est 3 ou 4 semaines d'indisponibilité, et pour Bamba, 4 à 6 semaines. On reviendra plus en détail sur leurs prestations, sur leurs blessures, sur ce que ça implique, comment les remplacer, etc. Mon cher Hervé, qu'est-ce qui domine de ton côté? Moi, c'était un peu le dégoût. C'est vrai que j'étais dégoûté, très déçu. Après, c'est une défaite. Alors, nous, on a réussi à gagner des matchs très peu, mais sur nos dernières saisons en Ligue 1, il y avait des matchs où on avait renversé le score à la manière de Sochaux. Ça nous est arrivé à nous de remporter des matchs en mettant 2 buts dans les 5 dernières minutes. Dernièrement, on était un peu coutumier du fait aussi. Donc, bon, mais voilà, là, ça a été un petit peu dans l'autre sens. Mais ouais, ce qui est vraiment rageant, c'est de tenir cette victoire-là. Et puis vraiment, dans les toutes dernières minutes, du jeu direct, des ballons un petit peu balancés devant. Alors, pas n'importe où, mais en tout cas, un jeu direct qui nous a mis complètement hors de position. Alors que sur l'ensemble du match, on n'avait pas non plus été mis en danger si souvent que ça. Donc, ouais, une frustration, même chose. Et puis, ouais, le fait d'être vraiment dégoûté. On y reviendra aussi un petit peu après, mais c'est une défaite. Il y a eu des défaites où on le devait au niveau catastrophique de certains joueurs. Là, moi, c'est plus sur le coach que j'ai envie de taper, une fois n'est pas coutume. Ouais. Parce que, voilà, bon, on y reviendra, je le redis, mais c'est vrai qu'il y a eu des changements un petit peu ahurissants qui ont été faits. Alors, peut-être il a été obligé de les faire, mais c'est vrai on a T'as laissé écouté, ce match nous filer entre les crampons, quoi. t'as écouté la conférence de presse de ce matin? J'ai écouté un petit peu, il n'a pas l'air de vraiment se remettre en question. Alors il explique oui, qu'il y a des joueurs qui étaient carbo, que d'autres avaient demandé à être remplacés. Donc Mais voilà, après bon. il y avait notamment Charbonnier qui était carbo, c'était Carbonnier, apparemment. Oui, Bref. voilà. Euh, Karl, j'ai vu que tu as fait un petit sondage dans le chat justement pour demander le sentiment d'après-match. Qu'est-ce qui ressort? Oui, bah, le mot principal, mais c'est un peu qu'a employé, celui qu'ont employé, pardon, Pierrot et Hervé. Donc c'est le mot frustration, évidemment. Il y a le mot la haine, plein de haine pour Golo Balo. Un peu dépité pour Pascal. Albert qui nous dit marre des ascenseurs émotionnels, on méritait de gagner malgré ces 10 minutes impardonnables. Un sentiment de grosse colère avec une gestion pitoyable de Batles sur la fin de match. Piazza le Breton, on va pas se cacher que Batles en prend un peu pour son grade dans Ouais. les commentaires. Je pense qu'on y reviendra. Oui, on va beaucoup en parler. Je pense que ça va être le sujet principal de la soirée. Voilà. Ok. Et ben justement, parlons de Batles, alors un peu indirectement, mais en commençant pardon, avec la compo de départ. J'imagine qu'on va revenir en longueur sur les changements de fin de match, mais est-ce que au départ du match, vous étiez satisfait par la composition alignée? Je vous ai mis la compo à l'écran avec les notes des joueurs attribuées par les membres du Saint Night Club. Hervé, t'en pensais quoi de cette compo de départ? Donc Alors moi, ce pour le 4-4-2 coup, plus ou moins à ouais. plat. Alors
sur cette compo de départ, sur le schéma, pas de souci. On savait que l'absence de Bouchoirie allait forcément amener un nouveau milieu de terrain. Le choix s'est porté sur Monconduit. Je craignais un petit peu et j'avais raison de craindre la prestation de Monconduit. Moi, c'était Nkunku. J'étais pas vraiment rassuré. Le peu de temps de jeu qu'il avait eu, ça m'avait pas paru folichon. Et là aussi, malheureusement, j'avais les craintes qui se sont avérées presque prémonitoires. Nkunku, il est clairement fautif sur le premier but d'entrée de jeu. Hein. Ça, et puis je trouvais surtout que Petro, pour le coup, défensivement parlant, était pas si mal que ça sur les derniers matchs. Je trouvais qu'il coupait beaucoup de trajectoires. Alors offensivement, effectivement, il est un peu plus embêté avec le ballon quand il est en phase offensive, mais défensivement, je trouvais que Petro arrivait à avoir un niveau plutôt sympa. Il était sur l'équipe titulaire qui était sur la bonne série. Sur la défense qui n'avait pas pris de but pendant 2 matchs. Donc je sais pas, j'ai pas trop compris cette sortie-là, d'autant, je le répète, qu'Nkunku moi m'avait pas fait très forte impression, et là on le voit à l'image, ça faisait un côté gauche tout nouveau, quoi. Nkunku, Monconduit, Bamba, ça faisait tout un côté comme ça avec des joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble, qui pour Monconduit qui n'avait pas joué d'un moment, même chose pour Bamba. Donc moi ce côté gauche me faisait un petit peu peur, ça s'est confirmé, quoi. Ouais, donc dès le début, tu avais un petit peu un mauvais pressentiment avec ce côté gauche. Okay. Ouais, voilà. Je demandais qu'à être surpris, mais je ne l'ai pas été. Ouais. Pierre ? Alors, moi, j'ai été également surpris de la composition qui était vraiment offensive, parce qu'on a joué vraiment avec 2 ailiers purs, qui étaient Cafaro et Bamba. Donc ça changeait par rapport à Niort. On avait 2 joueurs de couloir, mais l'Aubry, c'est quand même moins offensif et ça défend plus qu'un Cafaro ou un Bamba. Donc j'étais surpris de ça. Et également, comme Hervé le disait, Nkunku, c'est un profil plus offensif que Petro. Donc Batles a vraiment fait une composition pour jouer, pour gagner le match. Donc c'est sûr qu'au bout de 2 minutes, on prend un but. Donc voilà, tous ces plans sont contrecarrés. Donc ensuite, on s'est bien remis dans le match après un premier quart d'heure quand même compliqué où on aurait pu prendre un autre but. Et après, voilà, on a quand même fait un match cohérent. Donc moi, en ce qui me concerne, la composition de départ et les choix de Batles au départ ont été plutôt cohérents. Après, je pense qu'on va reparler de ces changements à la fin du match où là, c'est forcément différent. Bah justement, est-ce que pour vous la défaite elle est pour Laurent Batles? Est-ce que clairement hier après-midi, c'est hier, avant-hier? Attends, c'était samedi ou dimanche? Avant-hier. Ouais, c'était samedi. Est-ce que la défaite elle est pour lui? Samedi. Moi oui, je trouve que c'est pour lui, puisqu'à partir du moment où il fait les changements, on a rebu la tasse de toutes parts, donc autant quand il y a un coach qui fait rentrer des joueurs, et ça a été le cas d'Olivier Guégan qui fait rentrer Sissoko, et c'est lui qui nous crucifie. On parle de coaching gagnant. Là, à partir du moment où vous faites beaucoup de remplacements, tardivement dans le match, et que derrière vous prenez la flotte, il y a quand même une part de responsabilité au niveau du coach qui fait rentrer en plus un Louis Mouton qu'on n'avait pas vu dans le groupe depuis un bon moment, qui fait rentrer Chambaud qui a complètement la tête à l'envers, mis à part l'Aubry qui a fait une très très bonne rentrée, mais pas pour les mêmes raisons. Lui, il a été obligé de rentrer entre guillemets pour remplacer Bamba qui s'est blessé. Oui, je trouve que le coaching n'a pas été très très bien, il n'a pas été très inspiré sur le coup. Donc à partir du moment où les changements amènent la déliquescence totale, on n'avait plus le ballon, on a arrêté de jouer complètement. Je trouve que oui, c'est en grande partie à cause du coach. Mais alors, je vous avoue que j'ai écouté la conférence de presse ce matin et dans sa manière d'expliquer justement ces changements-là, il explique les avoir fait plus sous la contrainte que par choix purement tactique. La blessure, il pensait faire rentrer un attaquant et Briançon se blesse, du coup il est obligé de compléter. Est-ce que ces explications, toi Pierre, elles te conviennent, ou est-ce que tu penses que c'est plus des excuses?
C'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le premier changement. Enfin, le second changement, c'est Cafaro qui sort et qui est remplacé par Petro. Ouais. Ça, déjà, ça m'a un peu surpris. Bon, après, on marque. Donc, voilà. Ensuite, j'ai l'impression que la sortie de Charbonnier nous a quand même bien fait reculer. Et ça a été une erreur. Après, il a dit aujourd'hui que Charbonnier avait des problèmes de dos, que son dos était bloqué. Ouais. Donc, enfin, c'est dur à dire si c'était on peut pas savoir si c'était un changement fait sous la contrainte ou non. Donc, Charbonnier qui c'est est quand même dans le groupe pour le match de demain. de demain, tout Ouais. à fait. Donc, c'est dur ta question, c'est dur à répondre, mais je pense qu'on peut légitimement se poser la question à partir du moment où il y a des changements qui sont faits, qu'on recule et qu'on prend 2 buts, c'est qu'effectivement, il y a eu un souci dans le coaching. Et comme Hervé l'a très bien dit, euh, son homologue socialien, il a fait 2 changements gagnants en faisant rentrer Sissoko et j'ai oublié son nom, le joueur qu'on voulait recruter à Saint-Etienne, l'ailier, enfin les deux enfants, Dessous. voilà, Dossou, tout à Bah, le fait, marqueur qui a marqué d'ailleurs. qui a marqué. Les deux ont marqué, donc bon, certes, ce sont 2 bons remplaçants, on va dire, mais voilà, il a réussi son coaching à contrario de Laurent Batles. Bon, on a ouvert le dossier Batless. J'imagine que le chat n'est pas forcément très tendre avec sa vision du match de samedi. Oui, bah, déjà sur les choix de départ, il y a Ouais. El Cato qui n'a pas aimé les titularisations de So, Nkunku et Monconduit. Attends. So, il y a des gens qui reviennent sur la Bah, j'ai titularisation vu de So. El Cato qui a cité So, Nkunku et Monconduit, oui. Bon, Ah, après, ok. moi, vous connaissez mon avis là-dessus, Il mais ne faut pas oublier que Sto, bon, il sort 2 bons matchs avant le match de Ouais. Sochaux, mais, Bah, du coup, mais ça a du là, sens de le faire enchaîner, non? mais pour moi, il a pas fait. Oui, c'était logique de le faire enchaîner, mais sur le match de Sochaux, il fait quand même je sais pas si vous vous rappelez, à la 14e minute, il se trouve, il fait un dégagement en arrière, on a failli se prendre le, Ouais. le, le second but, hein, et il est pas exempt de tout reproche et il a pas fait un super match. Oui, alors je dis pas qu'il a fait un super match, mais disons que dans la logique de continuité des matchs précédents où on Oui, restait sur de bonnes prestations, ça me semblait bien pas sûr, complètement illogique de l'aligner, quoi. bah, tout à fait. tu On prêches est un d'accord. convaincu, mon Kun. Après, il y a Spider Fox qui nous dit ce n'est pas une équipe de foot, personne ne fait d'efforts pour son camarade. Il y a Tommy qui nous dit Bamba ne devait pas débuter, Lobry ne devait pas être sur le banc, selon lui. Albert qui abonde dans ce sens et qui dit la titularisation de Bamba et de Nkunku est incompréhensible à cause de leur état physique. Et c'est un peu ce que Batles disait en conférence de presse avant le match, et il a tenté de se justifier aujourd'hui d'ailleurs, quand on lui a posé la question. Il a trop lâché les chevaux en début de partie, Batles. Il y a trop de joueurs en méforme physique. Nkunku, très mauvais défenseur, il n'était pas au marquage. Après, quand on sera Nkunku remplacé par Petro, blessure de Briançon, il n'y a plus le choix de mettre Giraudon. Bon, voilà, ça critique un peu tous les choix de départ de Batles, oui. Ok. Bon, Bon, après, ça critique également mon conduit. Et il y a Nico qui nous dit Pierre, c'est pas celui qui voulait que Colo reste. Je sais pas ce que t'en penses, mon Pierrot. Moi, je voulais que Colo reste. Je sais pas, Non, c'est Nico qui nous dit ça. il y a erreur sur la personne, hein. Moi, j'ai jamais vu Non, c'est Colo Antoine. reste. C'est Antoine. C'est Antoine. Oui, c'est Antoine Chira, oui. Non, c'était pas moi. écoutez, ne commençons pas à déterrer des dossiers. Moi, j'étais fan Attends, qui est-ce que je pourrais sortir comme joueur Chiche. Bah, tu vois, Masson, moi, quand il est parti, bon, même s'il fallait qu'il parte, j'avais quand même ce petit espoir de le revoir comme au début. Bon, là, en plus, avec son interview, d'ailleurs, je sais pas si on va en parler ce soir, mais je crois qu'il est cramé à vie à Saint-Etienne. Voilà, bon, unpopular opinion, comme on dit sur Twitter. Il y a rien à dire de plus, je crois. Justement, on parlait donc du côté gauche notamment, mais également de la défense friable. On avait retrouvé un petit peu de solidité ces derniers matchs, et là on l'a reperdu, notamment avec cette fin de match catastrophique. Pour vous, est-ce que c'est un problème
de joueurs qui étaient présents sur le terrain? Est-ce que c'était un problème simplement de choix tactique de fin, d'équilibre entre les lignes? Est-ce qu'on avait une équipe qui s'est complètement séparée en deux à la fin de ce match, ou est-ce que c'est simplement un problème d'individualité? Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé? Déjà, il faut quand même revenir sur ce match-là. C'est pas un match, on va pas revivre ce genre de match-là, je l'espère pas en tout cas très très souvent. Le fait d'être mené au score, égaliser, passer devant, se faire égaliser, puis finalement prendre le but qui nous crucifie dans les dernières secondes, c'est pas un scénario très commun. Je pense qu'on le reverra pas tout de suite. Un match d'en plus dans lequel où on doit bénéficier de 2 pénaltys. Donc il y a eu quand même beaucoup de faits de jeu, beaucoup de choses très improbables dans ce match-là. Ce qui est sûr, c'est qu'entre l'équipe qui démarre, malgré les titularisations d'Nkunku et Bamba notamment, où j'étais pas vraiment fan, mon conduit non plus, mais là on était un petit peu plus obligé, il y a un écart entre l'équipe qui démarre et l'équipe qui termine. On a des joueurs maintenant qui donnent quand même satisfaction. Je pense à Mouefek par exemple, qui en première mi-temps a eu du mal, mais qui a quand même fait une très bonne deuxième mi-temps. Effectivement, quand vous avez un Chambaud qui arrive là, je le redis, la tête complètement à l'envers depuis 2 mois, forcément le niveau global de l'équipe s'en ressent. Petro, sur les longs ballons qui ont été balancés, il était un petit peu en retard aussi, pas dans le rythme du match. Donc oui, il y a un gros différentiel, je trouve, entre l'équipe qui a démarré et l'équipe qui a terminé ce match-là. Donc, mais encore une fois, je le répète, c'est un match tellement particulier de par les faits de jeu, de par le scénario. Moi, j'y vois le match à la con. Voilà, le match à la con face à une équipe de Sochaux qui est quand même sur les très hautes places en termes de classement. Donc, j'ai envie de croire, moi, que c'est la petite rechute, mais qui appellera pas forcément la descente aux enfers qu'on a déjà connue depuis le début de saison, quoi. Je pense qu'on peut relancer la machine assez rapidement. Ouais, je vois que ça parle des individualités un peu dans le chat. Pourquoi pas essayer Petro et So en charnière de main, à voir comment Famba va s'intégrer. Évidemment, il y a encore des choses à tenter, hein. On n'est pas complètement enterré. Tu parlais des faits de jeu aussi également. Moi, j'ai juste une petite question. Vous pensez que le fait que Monsieur Lesage ait, on peut le dire, ou pas vu 2 pénaltys, c'est ça qui fait qu'il donne le troisième potentiellement à Crasso? Clairement, c'est clairement de la compensation. Ouais. Pour moi, il n'y a pas faute sur le penalty qu'on obtient. La première main, le penalty est indiscutable. Vraiment, c'est incompréhensible. Clairement. Et même, l'arbitre central, imaginons, il voit pas la main. Je ne comprends pas pourquoi l'assistant ne va pas lui dire. Tout le monde le voit. C'est vrai que vraiment... là, il y a des gens qui vont dire oui, mais il n'y a pas la VAR. Ouais, enfin là, il n'y a pas besoin de la VAR. Là. Ouais, voilà. Et comme je te dis, même si l'arbitre central ne voit pas, il y a des assistants. Ouais. C'est vraiment incompréhensible. Et le second, pour moi, ça se siffle, hein. Alors, c'est peut-être un petit peu plus discutable, mais il passe entre les 2 joueurs, il y a quand même contact. Et non, il n'y a pas pénalty. À la place de ça, Monsieur Lesage lui met un carton jaune. Oui, c'est ça. En tout cas, il n'y a pas jaune, quoi. Ouais, donc, voilà. Au pire, tu siffles pas le péno, mais tu mets jamais un jaune pour simulation, quoi. Et donc, pour moi, c'est vraiment de la compensation. Il a peut-être eu écho à la mi-temps, Monsieur Lesage, qu'il avait fait 1 voire 2 erreurs, et c'est ce qu'on appelle de la compensation, tout à fait. Il a vu un dauphin dans le vestiaire des arbitres. Il a eu écho. Oui. T'es allé la chercher loin, celle-là. Écho le dauphin. On va enchaîner, messieurs. Je vais vous demander maintenant si vous pouvez me citer 3 flops. Allez, on va commencer avec les flops et puis on terminera par la note positive. On terminera avec les tops. Est-ce que, Hervé, tu peux me donner tes 3 flops sur le match? Et bien sûr, dans le chat, je vous invite vous aussi à me donner vos flops. Gardez vos tops pour tout à l'heure, on aura le temps d'y revenir. 3 flops sur ce match contre Sochaux. C'est parti, je t'écoute. Alors, mon conduit, parce que je l'ai trouvé jamais dans le bon tempo, toujours... un petit peu à côté de la plaque, beaucoup de jeux vers l'arrière, beaucoup de passes latérales. Il a fait 2 passes vers l'avant, dont une très belle, mais c'est tout. Ouais. Et puis, même dans l'impact, je l'ai trouvé toujours en retard, pas à les poser. Je pense que ça a même mis Mouefek en difficulté, qui était habitué depuis 3-4 matchs à jouer avec Bouchouari à côté de lui, qui lui, par contre, va au contact et dans
vraiment aller gratter des ballons et Mouefek derrière peut profiter de ça aussi pour percuter. Là, mon conduit, j'ai trouvé qu'en plus de sa prestation, il mettait Mouefek un petit peu dans la mouise. Nkoukou, j'ai pas trouvé le joueur très très rassurant. Balle au pied, il est bien plus à l'aise et élégant que ne l'est Petro à son poste, mais défensivement parlant, j'ai pas été super rassuré. Je te coupe sur Nkunku. Il est vraiment exactement comme on nous l'a présenté avant qu'il signe, je trouve. Moi, quand il a signé, je suis tombé sur un article qui le présentait un petit peu et ça expliquait que c'était un joueur qui pouvait clairement apporter offensivement, mais qui par contre faisait avait beaucoup de difficultés défensivement, des erreurs de placement, des erreurs d'attention, tout ça. Et là, je trouve qu'on a eu une définition de la manière dont on nous l'a présenté. Je te laisse finir. Bah là, on a un Trauco, bis, quoi. Ouais. Qui, voilà, offensivement, peut arriver même sur du jeu à une touche de balle. En plus, il a deux ballons dans la surface qu'il doit mieux négocier. Alors ça, c'est sûr. Offensivement, il a amené un petit truc en plus. Et en même, je veux dire, Petro, quand il est dans la surface avec le peu de ballons qu'il a à négocier, Petro, il doit déjà être à 2 passes décisives et un but. Nkunku, sur les 2 actions qu'il a dans la surface, il faut qu'il y ait au moins un but ou une passe D. Ouais. Donc voilà. Et puis après, Bamba, moi, j'ai pas été emballé non plus par la première mi-temps de Bamba, même avant sa blessure. J'ai pas trouvé qu'il percutait tant que ça. Voilà. Donc Nkunku, mon conduit, Bamba. Ok, donc vraiment le côté gauche. Ouais. Pierre ? Je dirais mon conduit, comme l'a dit Hervé, pour les mêmes raisons, et j'ajouterais qu'il est aussi très lent. Je le trouve très lent. Deuxième flop, on en a déjà parlé, mais c'est la défense, l'Arseneur compris. Alors vraiment juste sur ce match, hein, parce que depuis qu'il est arrivé, il a montré des bonnes choses. Mais sur ce match, sur le second but, il fait un peu une sortie à la Green, je trouve. Et sur le troisième but, il touche le ballon. Il aurait peut-être pu la sortir, même si ça reste compliqué. Ouais. Donc bon, je suis pas inquiet sur le cas Larsonneur, hein, c'est un bon gardien, mais sur ce match, il aurait peut-être pu faire un petit peu mieux. Et le troisième gros flop, ce sont, j'en ai déjà parlé, mais les blessures de Bamba et Briançon qui vont nous handicaper dans les futures semaines. Ok, Dac. Ouais, effectivement, on va parler du groupe, hein, pour les prochains matchs. Pour les flops, j'ai vu beaucoup de gens donner leur avis sur les flops. Qui est-ce qui ressort ? Oui. Et Bon, j'espère évidemment. que vous serez aussi loquace pour les tops. Hein. Attention, hein, ne m'abandonnez pas derrière. Évidemment, il y a Batless qui revient à mort. Ouais. Il y a la vanne de Keun qui revient aussi pas mal, j'aime beaucoup. Donc Dans il les la flops ? relaye. Oui, J'assume. effectivement. Ça me fait très plaisir. Il y a également, alors il y a Larsonneur, Nkunku, mon conduit. Mon conduit, il revient un peu à toutes les sauces. Ouais. Il y a également Giraudon pour son entrée, Ah oui, qui ne restera j'ai pas dans les oublié Giraudon. annales. Il y a Nkunku, l'entrée de Mouton et Giraudon. J'ai vu Deschambault aussi, j'ai vu Sceaux, j'ai vu. Voilà. Au final, si on mélange tout, il y a un peu de tout le monde, hein, sauf les 2 attaquants devant. Flop, Giraudon, Batless, mon conduit. Pas mieux, Nkunku pas mieux que Trauco et Masson. On peut flop, ouais, voilà, c'est un peu tous les mêmes noms. Bamba, pas mal de ballons quand même. Il y a El Cato qui et à côté, juste après, il y a Nico qui nous dit Bamba catastrophique dans le repli défensif. Donc ça résume peut-être un peu assez bien le joueur. Ouais. Voilà. Bah, c'est ouais. Et je vois aussi en dessous, Bamba, il faut l'utiliser en super sub, un peu comme quand on avait l'autre Bamba à Saint-Étienne, qu'on utilisait souvent en sortie de banc. On va passer au top, parce que mine de rien, malgré tout, c'était pas le pire match de la saison. Je pense qu'on peut être d'accord sur ce point de départ. Et donc j'imagine qu'on va réussir à trouver 3 tops quand même. Allez Pierre, tu commences ce coup-ci. Allez, je commence. Alors, mon top, c'est Mouefek, qui pour moi devient indispensable au milieu de terrain, bien qu'il faudra le faire souffler, Ouais. parce qu'on sait qu'il est fragile, mais vraiment, il est monté en puissance au fur et à mesure du match, et vraiment, il a 3 poumons, il a un impact physique impressionnant, et c'est vraiment un joueur, s'il arrive à enchaîner, à ne plus se blesser, il a rien à faire en Ligue 2, hein. Vraiment, c'est
c'est un super joueur, Aymen Ouefek. Donc ça, c'est mon premier top. Le second top, c'est pas forcément pour l'ensemble de son match, mais c'est le geste de Charbonnier sur ton but. Ok. Ça fait vraiment plaisir de voir ce type de but, parce que ça fait au moins 4 ans qu'on n'avait pas eu, ou voire plus, de numéro 9 à Saint-Étienne, et voir ce type de geste et de but marqué, ça fait vraiment plaisir. On a vraiment un mec qui s'est planté, et vraiment c'était un beau geste. Contrôle, reprise et but. Et enfin, le troisième top, c'est pas un joueur, mais c'est le retour du public qui a très bien joué son rôle de 12e homme. Et voilà, ça fait plaisir de voir une belle ambiance à Geoffroy Guichard. Ça a quand même manqué ces dernières semaines. C'est clair, ça, je te rejoins totalement sur le dernier point. N'ayant pas forcément la possibilité tous d'aller au stade tous les week-ends, ça fait du bien de revoir les tribunes un peu plus garnies et un peu plus bruyantes. Hervé? Alors moi je mettrais, même s'il n'a pas fait le match en entier, je mettrais Lobry qui a fait une très bonne entrée, qui a été dans les bons coups, qui a eu l'abattage qu'on lui connaissait. Sur les derniers matchs, c'était un petit peu moins évident. Je pense que le fait d'avoir un peu soufflé, même si c'est qu'une mi-temps, il est rentré plein d'envie et ça s'est vu et il a fait du bien. Il est d'ailleurs à la passe sur le but de Charbonnier. Mouefek lui aussi, pareil, monté en puissance. Première mi-temps, je l'avais trouvé un petit peu en dedans, mais je le redis, je pense qu'il était un petit peu au four et au moulin avec mon conduit à côté de lui qui servait à rien. C'est Et vrai, puis c'est vrai. après, pour pas reprendre Charbot, parce que je répéterai exactement tout ce qu'a brillamment dit Pierre sur lui et sur son but, je vais mettre quelque chose d'un petit peu moins clinquant, mais de solide, et qui pour moi est une des meilleures recrues également qu'on a fait avec Charbot, c'est Apia. Ouais. Parce qu'Apia, il fait pas de bruit, il n'y a pas des trucs transcendants, mais on parlait tout à l'heure de latéraux qui apportaient plus offensivement et qui étaient en difficulté défensivement. Lui, c'est la base pour un latéral, il sait défendre, il défend plutôt très bien, il commet très peu de fautes, il récupère pas mal de ballons, et en plus, offensivement, il arrive à avoir quelques montées, quelques petits centres. Alors, il peut faire beaucoup plus offensivement, mais en tout cas, il n'y a pas de fioriture dans son jeu. Et moi, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à me rassurer. Ouais. Voilà. Donc, Apia en troisième top. Tu dis que Apia il fait pas de bruit, c'est parce qu'il marche sur la pointe d'Apia? Sûrement, ça doit être dû à ça, oui. Ouais, probablement, j'imagine. Il a un Karl, au niveau des apaisant, tops, dans le chat, qu'est-ce qui revient? Je suis tout perturbé par ta vanne. Merci. Leïla qui nous dit top Mouefek et Charbonnier et son but. Top Crasso Mouefek, les bâches contre les actionnaires. Top la chemise de Keun, c'est Alex qui nous dit ça. Top Crasso, Mouefek, Charbonnier. Enfin, c'est un peu. Il y a Lobry qui revient également, mais sinon, c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. Hein. Il y a Briançon aussi qui revient avec Jérémy. Ouais. Top le retour des cops, Charbonnier et Mouefek. T'as intérêt à me citer El Carnuzzo, ça c'est Jérôme. J'ai trouvé Apia très fiable. Oui, hésitez pas à menacer Karl si vous voulez que votre message passe à l'antenne. Top Charbot, je te retiens toi. Top Charbot pour sa lucidité devant le but. Mouefek qui court pour 3 et Crasso car c'est le seul vrai danger balle au pied pour Nab Sainté. Sang-froid de Charbot, t'as raison Pierre, c'est Rui qui nous dit ça. Et Briançon, c'est juste parce qu'il a plus de points que la SSE, c'est tout. C'est Joss qui nous dit ça. Putain, je te déteste. Ah bah, le groupe vit bien en tout cas dans le Saint-Étienne Club, c'est ça qui est beau. Ok, très bien. Eh ben écoutez, les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on devait dire sur ce match. On va parler des prochains matchs, parce que vous le savez, le match de Sochaux aura des conséquences au niveau des blessés notamment, et puis peut-être au niveau de la dynamique générale, comme les chroniqueurs le disaient tout à l'heure. Donc petit jingle et on parle des prochains matchs. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match.
Alors, le prochain match, il arrive demain à 20h45 contre Bastia. On se souvient que le match aller s'était très bien passé. Là, ce sera à Bastia ce coup-ci. Et puis, le match d'après, ce sera contre Annecy ce samedi à partir de 15h. Et ce sera à Geoffroy Guichard. Petite précision, si vous n'avez pas vu passer l'info, dans le groupe pour Bastia, donc il manque Briançon, bien sûr, qui s'est blessé pour 3 ou 4 semaines. Kader Bamba pour 4 à 6 semaines. Retour de Bouchouari, donc qui revient de suspension. Lamine Fomba qui fait son apparition dans le groupe, donc la dernière recrue en date qui arrive de Nîmes et qui jouera au poste de milieu défensif. Giraudon qui ressort du groupe à nouveau. Retour de Nadé. Louis Mouton qui lui aussi ressort du groupe. Et Charbonnier et Nkunku qui étaient incertains après le match de Sochaux sont bel et bien dans le groupe, mais probablement pas à 100%. Ces infos-là étant données, messieurs, j'ai une question à vous poser et je vous la pose aussi dans le chat. Faut-il faire tourner ou est-ce qu'il faut essayer de repartir avec la compo qu'on a vue contre Sochaux? Que je vous affiche d'ailleurs, comme ça vous l'avez. Qui veut commencer? Je me permets de commencer. Allez, Déjà, on n'a pas le choix parce qu'on a 2 blessés par rapport au match de samedi. Donc, le plus difficile pour moi, donc ça marche pour le match de demain, c'est de bien remplacer Briançon. Donc là, comment faire, c'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'on aura une charnière centrale Nadé et So. Ok. Euh, J'ai vu tout à l'heure passer dans le chat un Petroso. T'en penserais quoi, ouais, toi? mais le problème, c'est que Nkunku, si on fait, c'est ce que je ferais aussi, mais si on met cette charnière, il faut mettre Nkunku à gauche. Et apparemment, Nkunku était un peu incertain et Ouais. pas forcément apte à commencer le match. Donc je pense qu'on a, à la vue du groupe, on a déjà notre défense pour demain. Ça risque d'être Apia à droite, Nadesso dans l'axe et Petro à gauche. Donc là, forcément, ça va tourner. Au milieu de terrain, il va falloir gérer le cas Mouefek, qui encore une fois, moi, me semble indispensable. Mais bon, l'objectif, c'est pas de le perdre pour les 2 prochains mois. Donc, Ouais. un milieu peut-être avec Lobry, Bouchouari qui revient de suspension et la première de Fomba. Et aussi peut-être gérer Charbonnier qui apparemment avait une douleur au dos. Donc ça fait beaucoup de changements sur Donc des tu mets, joueurs tu mets clés. Wadji du coup à la place de Charbot? Je, éventuellement, De toute façon, qui d'autre? ou jouer en 4-3-3 Ouais. avec Crasso seul en pointe éventuellement. Ok. Hervé, toi, tu ferais quoi comme compo de départ? Alors déjà, ouais, Moi, donne-moi ton 4-4-2 ou 4-3-3, comme ça je peux l'afficher en même temps. ouais, du coup, moi, je ferais plutôt 4-2-3-1. Ok. 4-2-3-1. Alors après, effectivement, la question qui se pose derrière, si on met Petro en charnière, bon, déjà, ça serait une toute première, alors qu'on l'a habitué, forcé à ce poste de latéral gauche. Donc moi, je le verrais plus rester à gauche et de fait mettre Nadé Avec So. avec So en charnière. Les 2 milieux, ben, Bouchouari, Mouefek. Ok. Puisque Donc tu laisses les Mouefek, deux. tu tentes pas Ouais, Fomba directement? non, je laisse. Alors, Fomba, moi, pour le coup, je le mettrais un cran plus haut. Ok. Puisque, ben, pareil, moi, j'ai fait comme toi. J'ai lu un petit peu des choses sur les joueurs qui arrivaient. Et certains disent justement qu'il a un potentiel à exprimer un petit peu plus haut qu'en milieu défensif, ce qui l'empêchera pas d'avoir une grosse activité à la perte du ballon. Donc, justement, ça peut nous faire un mec un petit peu plus haut sur le terrain qui va aller presser, qui va gêner les relances adverses. Cafaro Lobry à ses côtés, Ok. avec pourquoi pas des permutations entre Fomba et Lobry pour que Lobry à des moments soit un petit peu plus dans l'axe. Et puis Crasso pour là tout seul pour ménager un petit peu Charbonnier. Et puis pourquoi pas avoir justement une cartouche offensive assez importante sur le banc si toutefois on était capable d'aller chercher quelque chose. Faire rentrer Charbonnier, ça aurait un impact quand même sur l'équipe et sur l'adversaire. Ouais. Donc voilà. Il y a une question qui se pose aussi, c'est avec la blessure de Briançon, et tiens, je vous pose la question aussi dans le chat. Vous voyez qui en capitaine sur cette équipe? Pas facile, Bah, hein? moi,
Alors, Crasso, moi, j'ai jamais été super fan de le mettre capitaine. Ouais. Mais moi, depuis quelques matchs, l'abattage qu'il a sur le terrain, l'état d'esprit qu'il a, formé au club, etc., moi, je donnerais le brassard à Mouefek. Ah ouais, carrément, ok. Ouais. Et toi, Pierre, tu le donnerais à qui le brassard? T'en penses quoi déjà de le donner à Mouefek? Je donnerais peut-être plutôt à un joueur qui a un petit peu plus d'expérience. Alors j'en vois deux comme ça. Je pense à Apia, qui, comme le disait très justement Hervé tout à l'heure, fait peu de bruit. Alors certes, il vient d'arriver, mais il fait peu de bruit, mais C'est on parce qu'il voit que marche c'est sur un la pointe mec, d'Apia. Je la c'est un retente. mec, c'est un mec posé, et je pense qu'il ferait un bon capitaine. Et aussi Charbonnier, qui est un bon mec, Ouais. qui je pense a cette carrure pour être capitaine. Qu'est-ce que ça dit dans le chat par rapport au Capitana et à la compo de départ qu'il faudrait aligner demain, notamment pour le remplacement de Briançon? Alors, oui, je sais, oui, t'es mute. Voilà, t'es plus mute. Ah, mais, ok. Y a Leïla qui nous dit qu'il faudrait remettre, mais parce que je sais pas pourquoi remettre, parce qu'ils n'ont jamais joué ensemble au milieu, je crois, mais au centre, mais c'est remettre la charnière So-Petro. Il y a Petro et Lobry à titulariser pour El Cato. So en défense pour Fnatic Beer. Il y a John McEnroe avec un grand sarcasme qui nous dit: Je pense qu'il faudrait mettre l'équipe qui a terminé la rencontre. Ça a bien fonctionné ce week-end. Larsonneur, Apia, So, Nadé, Petro pour Tommy. La compo de Céline, ça serait un Larsonneur dans les cages, Apia, So, Petro, Nkunku, avec un milieu Bouchoiré, Mouefek et Fomba, la dernière recrue, et un trio Crasso, Charbonnier, Wadji devant. Il y a Tommy qui nous dit: Ah ouais, Mouefek ne Crasso, jouera pas. Charbonnier, Wadji. Oui, ouais. Il y a Jérémy qui nous dit: habillé en pointe, ça peut être pas mal. Habillé en pointe? Il Ok. y a John qui nous dit: la douleur au dos, j'espère que c'est pas son conduit. Euh, Oh putain, on se marre ce soir. non, C'est beau. Hein. Fomba, je l'ai pas mal suivi à Nîmes, c'est pas mal, ça peut stabiliser le milieu, ça c'est John McEnroe, encore une fois. Bouchouari plus 110. Il y a David qui nous dit: Batles est capable de mettre Fomba en latéral gauche. Enfin voilà, ça part un peu en sucette. Ok. Voilà. Ok, donc en tout cas, pour ce qui est du cas de la défense centrale, personne n'a cité Giraudon, qui de toute façon n'est pas dans le groupe, mais personne Non. n'espère un retour du grand Jérémy. Faut arrêter Non. Girodon, il est rentré 2 minutes l'autre jour et voilà, ça se termine par un but. Donc je pense qu'il faut définitivement tourner la page avec Girodon. Ouais. Et tant mieux. Hein. Et franchement, pourquoi pas. Je tiens à préciser aussi, avant qu'on enchaîne, donc vous avez vu que Gabriel Silva et Sergi Palencia aussi ont quitté le navire. Donc sur les côtés, en fait, il commence à plus nous rester grand monde. Peut-être qu'on devra voir un retour de Namri ou de Pintor sur un des côtés aussi, éventuellement. Cela n'emplit pas mon cœur d'une joie sans limite. Juste un petit pronostic pour les 2 matchs qui viennent. Je précise aussi que on fera une émission ce mercredi du Saint Night Club pour parler de la fin du mercato et pour parler également du match contre Bastia. Pour Bastia, un petit pronostic, je vous le demande aussi à vous dans le chat. Pronostic pour Bastia et pour Annecy. Vas-y mon Hervé. Alors Bastia, ils sont chauds patates, puisque je crois qu'ils sont sur 4 victoires là, sur les 5 derniers matchs. Ouais. Donc ils sont un petit peu en feu. De fait, on va éteindre le feu. Moi, je ne nous vois pas perdre contre Bastia. Je signerai très très volontiers pour un partout ou 2 partout. Je ne nous vois pas gagner non plus, mais je pense qu'on va pas perdre. Ok. Et pour Annecy? Pour Annecy, comme je le disais, je trouve que le match de ce week-end, c'est un petit peu dur de l'inscrire dans une dynamique, qu'elle soit positive ou négative. Tant le scénario, l'effet de match, etc., tout ce qu'on a déjà tout dit, vient un petit peu chambouler tous les pronostics qu'on peut faire. Moi, je pense qu'il y a un nouvel état d'esprit. Je pense qu'il y a quand même des plus-values qui sont arrivées sur ce mercato.
Et donc Annecy, je pense qu'on va les taper la semaine d'après en refaisant un clean sheet, en mettant 2 buts. Allez, ce serait bien ça. Pierre. Eh ben, pareil, je dirais à peu près pareil. Je dirais que demain, on va faire 1-1 dans la douleur. Et qu'on battra Annecy 2-1 à la maison, voilà, pour enfin prendre Ok. les 3 points. C'est marrant, vous dites un match nul pour Bastia. Moi, je nous vois clairement perdre face à Bastia. Qu'est-ce qui ressort dans le chat au niveau des pronostics pour ces deux matchs? Tu es mute. Oui, super. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait d'émission. Alors, il y a 2-1 but de Bouchouari et Mouefek pour Albert. Toujours optimiste, ça fait plaisir. Bastia 2, ASSE 3 pour Tommy. Toujours dans l'excès, ça fait plaisir. Kams K qui nous dit défaite 3-1. Défaite 2-0 pour Jérémy Magique. Défaite 2-1 pour Vince. Bastia 2, ASSE 1 pour Nab. Nab Santé, il y a beaucoup d'optimistes, ça fait vraiment plaisir. Victoire pour lui, 2-1 de Mouefek et Lobry. Mouefek, vous le voyez marquer, hein Eh ben, on croise les doigts. Ça doit y avoir une grosse cote, hein. Vu la compo de notre défense, je prédis un 3-0 pour Bastia. Match nul Bastia 0-0 et contre Annecy, nul 1 partout pour Golo Balo. ASSE 2, Annecy 1 pour Céline, il y a un peu de tout. Et enfin, je vais citer Alex parce qu'il me menace en privé. 2-1 pour Bastia. Ok. Voilà. Très bien. Et toi, Karl? Et après, on passe au mercato. Évidemment, ça sera une victoire large, 2-0 demain, avec un but de Seydou Sow sur corner. Ok. Et contre Annecy, on va taper la bande à Pajot 3-0. La bande à Pajot, ça pourrait totalement être un dessin animé du Club d'eau dans les années 90. Exactement. Et nous accueillons messieurs Clem pour la dernière partie de cette émission. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble et on va parler du mercato puisque, je le disais tout à l'heure, il ferme ses portes demain à 23h01 et il y a encore quelques dossiers en cours. Donc on va faire un point tous ensemble. Bonsoir Clem, comment ça va? Salut à tous les gars. Bah écoutez, ça va. On travaille sur cette fin de mercato. C'est un peu la course, mais ça va. Ok, c'est la course au niveau des arrivées, des départs, vas-y dis-nous tout. Et bah les deux, hein, les deux. Bon, je pourrais pas vous dire grand-chose ce soir parce que les vraies pistes, les vraies priorités, bah personne n'a le droit de les sortir à l'heure où on se parle. Ouais. Mais on va faire un point global. Alors Donc on déjà, commence avec la présentation de Lamine Fomba, c'est ça? c'est ça. On commence avec Fomba. Ouais, juste si tu donc- peux nous le présenter en n'omettant pas le fait qu'il ressemble quand même vachement à Ivan Neyou. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Il y a un air. Il y a Je vois ce que totalement tu veux un air dire. de Ivan Neyou, non? Non, je suis tout seul. Oui, bon, on Ok. espère qu'il y aura qu'un air. Hein. Allez, vas-y, je te laisse parler, pardon. Ouais, donc Lamine Fomba, 6e recrue des Verts, donc c'est officiel depuis ce week-end. Il a signé jusqu'en 2025 avec une année en option. Son président au Nîmes Olympique, Assaf, avait d'abord fermé la porte à un départ, et puis il l'a ouverte la semaine dernière. 500 000 euros plus un pourcentage à la revente, donc quand même un prix assez conséquent pour un joueur qui est en fin de contrat dans 6 mois, Ouais. dans moins de 6 mois du coup. Et donc Fomba, on peut dire qu'il était en concurrence avec 2 autres dossiers et que c'est celui qui s'est bouclé entre guillemets le plus facilement. Il y avait par exemple Ilaïma Aritra de Charleroi. Donc c'est la piste qu'on a réussi à boucler dans les temps, disons. Ok. Hervé, Pierre, c'est un joueur que vous connaissez un petit peu, vous vous êtes renseigné depuis son arrivée sur ce qu'il pourrait apporter? Je l'ai vu jouer 2-3 fois et effectivement, ce qu'il va nous apporter, c'est de la densité physique au milieu de terrain. C'est vrai que ça nous manquait un petit peu. Bon, il y a Mouefek qui revient bien, mais c'est sûr que jouer au milieu des poids plumes comme Bouchouari, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de densité physique. Donc, je pense que c'était l'objectif recherché et voilà, il nous fera du bien à ce niveau-là. Un peu de taille aussi pour les corners pour Exactement. pallier à la taille de Bouchouari. Exactement. Hervé, t'en penses quoi de Lamine Fomba? Bah, pareil, j'avais vu une paire de matchs et c'est un des joueurs de Nîmes qui se remarquait. Après, j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait se dire sur lui.
des anciens entraîneurs ou des anciens coéquipiers. Et apparemment, il a quand même cette capacité à, offensivement parlant, être très très à l'aise, même s'il était utilisé à Nîmes plutôt en milieu défensif. Donc pourquoi pas le mettre dans un poste où il va amener le danger, un petit peu 10 à l'ancienne, comme on dit, mais je trouve qu'avec le milieu Bouchoir-Imo-Effect, ça peut être assez complémentaire. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces trois-là, on va avoir des joueurs qui mouillent le maillot, comme on dit, et on en a grandement besoin, et on aime ça de toute façon. Qu'est-ce que ça pense de l'arrivée de Lamine Fomba dans le chat, Karl? Non, mais il n'y a que des jeux de mots, mais c'est. C'est pour ça que je te demande. Ah, mais la mine au charbon, un mec pour aller à la mine, quoi. Fomba de la densité physique, c'est juste un haricot tout sec pour Spider Fox. Les Lamines n'ont jamais flambé à Saint-Étienne. Lamine Diatta, Lamine Sako. Non, c'est pas à Saint-Étienne, n'importe quoi. Furlan ou Garande toujours libre pour l'interrogation. Ah, voilà, c'est tout ce qui sort. Voilà, c'est très productif. Ok. Il y a Fomba recommandé par Briançon, ça me rassure, c'est Golo Balo qui dit ça, et c'est vrai qu'on nous l'a dit en conférence ce midi. Voilà. Et il y a Joss qui dit la mine c'est rien si tu voyais le crayon. Clem, point suivant. Avançons. Ouais, on enchaîne avec les arrivées du coup. Donc, comme vous le savez, un offensif profil percutant, capable de faire des différences et toujours visé. On a eu des noms de Boutoba, de La Fuente, Moussa Sylla qui ont été évoqués, Ouais. mais en réalité, aucun n'a été proche de signer à Saint-Étienne. De Ok. La Fuente, ça n'a jamais été la priorité. Moussa Sylla, il n'a même pas vraiment suscité l'intérêt du club. Il n'a jamais été question qu'il signe aujourd'hui, puisqu'il a déjà passé sa visite médicale avec Caen. Donc beaucoup d'écrans de fumée qui sont en train de sortir. Le club cherche à travailler dans la plus grande des discrétions. Donc attention à tout ce qui peut sortir en fait, parce que les vraies priorités, elles sont off et elles filtreront normalement une fois que ce sera bouclé. Ouais. Et en ce qui concerne le def central, la blessure de Briançon a un peu accéléré les choses. Donc on a un axial gauche qui est toujours recherché. Encore une fois, aucun nom ne filtre. Mais en tout cas, ça bosse toujours au niveau du recrutement. Ça va bosser jusqu'à très tard ce soir. La cellule était réunie là, à 19h et quelques pour une nouvelle réunion. Donc voilà, je me répète, mais attention à ce qui peut sortir vraiment, car les priorités, le club veut les boucler dans la plus grande des discrétions. Donc à voir ce qui va se faire. Ouais, ça travaille très tard. Putain, une réunion à 19h, j'espère qu'ils vont pas se tuer au Non, travail non plus. Quand même. Ça va travailler encore très tard, jusqu'à ce soir, c'est ce que je veux dire. Ok. Et 19h, c'est sûr que c'est soft encore. Au niveau des priorités, messieurs, donc on sait que le club cible prioritairement donc un ailier et un défenseur central axe gauche. Vous êtes d'accord déjà avec ces deux priorités? Hervé, t'en penses quoi? C'est sûr qu'en charnière, il nous faut avoir quelqu'un. On aurait pu mettre à un moment Bakayoko et puis finalement ça part un peu en cacahuète pour lui. Giraudon, il y avait beaucoup d'espoir et finalement merci, au revoir. Briançon qui une nouvelle fois est blessé. Nadé qui est capable de sortir 2 bons matchs et d'être catastrophique sur les 3 suivants. Donc j'ai envie de dire, quand on fait appel à lui, c'est la valeur sûre qu'on a en charnière centrale, donc ça fait pas épais. Donc ouais, déjà défenseur central, ça c'est obligatoire. Après, s'il n'y avait pas d'autre arrivée qu'un défenseur central, on a quand même bouclé pas mal. Bon, après, il y a la blessure de Bamba, mais bon, il y a l'arrivée de Fomba qui va peut-être amener encore un nouveau dispositif. Mais ouais, moi, voilà, la priorité des priorités, défenseur central, clairement. Pierre, t'es d'accord? Ouais, moi je dirais que c'est cohérent, les deux postes auxquels on veut recruter. Alors le défenseur central, ouais, même avant la blessure de Briançon, moi j'aurais pris quelqu'un parce que voilà, on voit très bien que dès que si Briançon est plus là, on flippe, on sait pas comment faire une défense. Donc c'est forcément qu'il manque quelqu'un. Donc c'est très bien qu'on prenne quelqu'un. Et au niveau du couloir droit, offensivement, c'est aussi cohérent parce que on manque clairement de folie. Ça serait bien d'avoir un petit feu follet qui
qui amène de la percussion. Donc on avait Bamba qui malheureusement s'est blessé pour plusieurs semaines. Donc Il nous je manque un pense Max-Alain Gradel, quoi. ouais, c'est ça, un profil qui sache dribbler, déborder, centrer. Il y a trop peu de joueurs dans notre effectif qui sont capables de faire ça. Et, euh, et un mec qui saura centrer, déborder ou délivrer une bonne passe sur le côté, quand tu sais il y a Charbonnier ou Crasso à la finition, bah voilà, Ouais. ça peut facilement enchaîner les buts après. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pas se tromper et qu'on aura enfin même deux bonnes surprises avant demain soir. Il y a David dans le chat qui m'a fait rire, qui dit il reste qui à 3 qui ne joue pas? Ah, On verra. Ok, donc pour les départs maintenant, Clem, est-ce que t'en sais un peu plus? Déjà faire le point sur qui est parti dans quelles conditions et qui est encore pressenti pour partir. Exactement. Bah, on avait du coup Ivan Masson qui était parti avant l'ouverture du mercato en prêt au Paris FC. Ouais, On a Palencia et Silva qui ont été libérés ces derniers jours. Palencia qui d'ailleurs va signer en D2 espagnol à Andorra, selon Gaël ok. sur Twitter. Et donc on a aussi Bakayoko qui a prêté au Puy, mais il y a encore plusieurs départs qui sont espérés. Beaucoup de joueurs sont susceptibles de partir, mais finalement ça va dépendre de qui aura des touches parce qu'il n'y a pas foule, faut pas se mentir. On a déjà les cas des gardiens. On a 4 gardiens, ce qui est trop pour un club pro. Bah, on rappelle que là, Green, par exemple, pour demain, Dreyer et Green ne sont pas dans le oui, groupe, hein. voilà. Oui. Tu as une feuille de match de 18 en Ligue 2, donc Ouais. tu peux pas te permettre de prendre 3 gardiens, c'est pas très logique. Donc pour Etienne Green, on a 4 clubs selon le progrès de vendredi dernier qui étaient intéressés, dont 2 à l'étranger. Aucune info n'a filtré depuis. On rappelle que le club préférerait s'en séparer en prêt sec. Ouais. Dreyer, également indésirable, rien ne fuite sur lui. Jimmy Giraudon, on a quand même une absence dans le groupe qui interroge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas spécialement celui dont on a le plus parlé pour un départ, mais mine de rien, il semble quand même indésirable aux yeux de Batles actuellement, et il est écarté du groupe. Donc à suivre. Pour Nadé, il y a des intérêts qui sont réels. Le Progrès, d'ailleurs, il y a quelques minutes, nous apprend qu'il a refusé une approche en Belgique. Ok. Euh, mais il est dans le groupe, contrairement à Giraudon. Donc on peut penser qu'un départ n'est pas encore si proche que ça. En ce qui concerne Thomas Monconduit, la porte est ouverte. Ça, c'était l'info un peu surprise de ces derniers jours. Il entre plus tellement non plus dans les plans. Son match de samedi a été assez décevant. Hmm. Donc si quelque chose se présente, la porte sera ouverte. Et le Progrès, encore une fois, d'il y a quelques minutes, là j'ai l'article sous les yeux, nous explique qu'il y a des intérêts en Ligue 2 qui viennent d'arriver. Pour mon Donc conduit. départ possible pour Monconduit, qui lui est dans le groupe également. En ce qui concerne Louis Mouton, on a eu un changement de position du club selon nos infos. À la début mi-janvier, le club refuse les approches, dit à Mouton que c'est pas la peine de partir. Et là, il y a quelques jours, après les différentes arrivées, ils lui ont demandé de se trouver un prêt. Donc forcément, ça complique la tâche de faire ça en quelques jours. Ouais. Mais voilà, il y a potentiellement un prêt qui est recherché. Mais c'est toujours très compliqué en fin de mercato de trouver une solution qui peut satisfaire tout le monde. Et enfin, dernier cas qu'on peut évoquer, Charles Aby, il semble quand même qu'il a rarement été aussi proche d'un départ. Ok. On rappelle qu'il y avait des histoires d'agents qui avaient bloqué son départ l'été dernier. Là, il y a plus de problème de ce style-là. Il y a des intérêts, notamment à l'étranger, qui font surface depuis plusieurs jours. Donc à voir, mais en tout cas, le club pousse pour qu'il parte. Je pense qu'on peut s'arrêter là, mais voilà. Ok. Plusieurs départs possibles et la liste est longue pour les joueurs susceptibles de partir. Mais tous ne partiront pas, évidemment. C'est pas possible de boucler 6-7 départs en moins de 24 heures. Oui, c'est sûr. Pour ce qui est des départs, donc on a vu que Sergi Palencia et Gabriel Silva étaient partis en mode résiliation de contrat sans qu'il y ait de transfert ou de prêt ou quoi que ce soit. Rapidement, vous en pensez quoi, messieurs? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait dégraisser à tout prix, quitte à résilier des contrats et pour économiser un petit peu les salaires, ou est-ce qu'il faut quand même se dire non, il faut quand même quelques ventes pour pouvoir rentrer quelques sous? Vous en pensez quoi?
Bah, c'est sûr qu'il Bah, faudrait après, pouvoir rentrer quelques sous. Maintenant, on sait très bien qu'il va pas y avoir pléthore de prétendants. Après, un prêt de mouton, on devrait pouvoir trouver quand même. Un prêt avec mouton, ça Bah, se voit surtout toi qui vis partout. dans l'Aubrac, quoi, un prêt de Voilà, moi mouton. j'en vois plein, des prêts avec mouton. Et après, Abby, moi je le verrais bien partir en Écosse ou en Irlande, fait un bon vieux pays où ils font du whisky, Kilmarnock, un truc comme ça. Là, je trouve que ça lui irait comme un gant à Charles, quoi. Après, mouton, blague à part, un petit peu déçu qu'il n'arrive pas à se faire une petite place, ou en tout cas qu'on l'éjecte un petit peu comme Ouais, ça. Voilà, c'était pas le pire. Mon conduit, on peut laisser la porte ouverte et ouais, grande ouverte. très bien. Pierre, un dernier mot sur les départs potentiels? eh ben, effectivement, je pense qu'il y a des joueurs, voilà, ça serait bien de pouvoir s'en débarrasser, entre autres mon conduit Giraudon. Après, je pense qu'ils ont des salaires assez confortables, donc Ouais, ils voudront pas pas forcément partir forcément facilement. c'est pas forcément adapté à leur niveau. Donc, est-ce qu'un nouveau club leur proposera des salaires confortables comme ça? On verra. Il reste 24 heures, donc. Mais oui, certains départs semblent, enfin, seraient bons, on va dire, pour nous. Voilà. Espérons que tout ça se finisse bien Ouais. jusqu'à demain. Eh bien, sur ce, messieurs, il est 22 heures, nous allons nous arrêter là. Merci d'avoir été présents et d'avoir apporté vos lumières. Merci Hervé, merci Pierre, merci Karl, merci Clément. Merci à vous qui nous avez écoutés, que ce soit sur Twitch ou en podcast, en replay. On se donne rendez-vous mercredi soir à 21 h sur la chaîne Twitch Saint-Étienne Night Club pour le débrief du match contre Bastia et un petit point mercato de fin de marché des transferts. Bonne soirée tout le monde, bon match demain, allez les Verts. Un dernier mot? Merci à toi, Ken. Merci. Bisous, bisous, allez les Verts. Ciao, ciao, allez. Allez les Verts.